Voilà, bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci d'être venus passer ce moment autour d'un peintre qui reste encore à découvrir, bien qu'il soit généralement représenté dans tous les musées, car il a eu une production de toiles extraordinaire. Mais on l'a souvent considéré comme un peintre de décoration, un peintre un peu secondaire, car ses sujets étaient très faciles. C'est vrai qu'ils sont très séduisants, mais il faut quand même prendre le temps de regarder ces toiles, car derrière, il n'y a pas seulement une jolie vue de villa, des ruines ou un décor de campagne. Souvent, il y a beaucoup de signifiés aussi à l'intérieur de ces toiles. Et l'occasion de parler d'Hubert Robert nous est fournie par les restaurations qui vont se terminer en décembre au musée de Valence. Il est originaire de Valence et donc le musée qui porte son nom est en cours de restauration. Et actuellement à Besançon également une exposition sur Hubert Robert. Ils ont un très beau fond de dessin. Donc voilà deux bonnes occasions de retrouver la carrière de ce grand artiste. Un dessin ici que vous avez pu voir en arrivant, qui nous accueille au moment où il part découvrir Rome. Il arrive à Rome le 4 novembre 1754 et il va séjourner à Rome dans des conditions tout à fait excellentes, car il arrive dans la suite du comte de Stainville, qui part comme ambassadeur auprès du Saint-Siège. Le comte de Stainville, c'est le futur duc de Choiseul, donc vous voyez tout de suite, on est dans la très haute aristocratie et au cœur de grands personnages qui vont avoir un rôle important dans l'État et dans l'État français une fois qu'il sera rentré en France après son ambassade à Rome. Et donc Hubert Robert arrive à Rome, il a 21 ans. Il est en quelque sorte dans les bagages du comte de Stainville, car son père était valet de chambre du comte, et il va trouver une ville où une quantité de jeunes artistes sont là pour faire leur apprentissage, ceux qui sont à la villa, qu'on appelle maintenant la Villa Médicis, qu'on appelait l'Académie de France à Rome à cette époque, dans le palais Mancini. C'est une époque où il va croiser et passer d'ailleurs beaucoup de temps avec Fragonard également. Donc vous voyez qu'il va être très bien entouré. Fragonard va rester jusqu'en septembre 1761 à Rome, donc ils passent comme ça près de plus de 6 ans ensemble et vont très largement sympathiser. Également de Valli, qui va être un peintre d'architecture, avec qui il va passer beaucoup de temps. Et le 29 août 1759, Marigny va informer personnellement Hubert Robert qu'il lui a trouvé une place comme pensionnaire à l'Académie de France. Alors là, on voit qu'il a des protections très importantes, car pour avoir une place à l'Académie, il faut avoir reçu le prix de Rome, et ensuite vous allez donc passer plusieurs années à étudier les beaux-arts à l'Académie. Hubert Robert était déjà en Italie, il suivait déjà les cours, il logeait, il fallait qu'il paye quand même une pension et qu'il paye le cuisinier pour sa nourriture, mais il profitait déjà des largesses de l'Académie. Mais grâce à Marigny, qui est surintendant des bâtiments du roi et qui a en charge l'Académie de France à Rome, Marigny qui est le frère de la marquise de Pompadour, donc vous voyez, chaque fois on est quand même dans un très très haut niveau, et Marigny l'informe directement donc qu'il va être maintenant pensionné et reçu dans l'Académie sans être passé par le parcours tout à fait traditionnel et tout à fait officiel. Et Hubert Robert en est informé avant que Natoire, qui est directeur de l'Académie, soit au courant. Donc vous voyez, et ça va être très souvent le cas pendant toute sa carrière, il va avoir comme ça de bons coups de pouce, de bonnes rencontres et toujours un œil et des protecteurs très avisés qui vont l'entourer et l'aider. Et bien pendant tout son séjour à Rome, il va arpenter la ville, la campagne et pouvoir aller aussi plus loin en Italie et dessiner sur le vif des milliers et des milliers de dessins. Dans son inventaire après décès, on a retrouvé 1200 dessins qui subsistaient chez lui, et on sait qu'il en a vendu, qu'il en a donné tout au long de sa vie. Donc une production colossale. C'est en plein essor, ce dessin. Nous sommes à la moitié du XVIIIe siècle et ça devient un art qui intéresse les amateurs et les collectionneurs. Jusque-là, ce sont plutôt les grandes toiles, les grands sujets. Le dessin en tant que tel, c'est un travail préparatoire, mais on n'a pas forcément envie d'avoir une collection avec des cartons dans lesquels on a ces dessins.
c'est nouveau. On a maintenant un regard, on apprécie le dessin à la moitié du XVIIIe siècle, et ainsi, entre les dessins qui sont faits sur le vif à la pierre noire et le dessin pour les amateurs, un petit peu plus fini, Hubert Robert va se lancer et être très collectionné. Alors, là, on a un dessin qui a tout à fait la saveur d'un dessin pris sur le vif, avec ce jeune homme lisant appuyé sur un chapiteau corinthien, mais très souvent, les sanguines, comme les encres de Chine ou les lavis rehaussés un peu de bistre, sont des choses qui ont été reprises en atelier, destinées justement aux collectionneurs. C'est plutôt l'encre noire qui est vraiment le dessin que l'on fait sur nature. Et dans ce beau morceau ici, qui est conservé au musée de Quimper, un dessin de 1761, nous voyons que les vestiges de la grande Rome antique ne sont plus seulement un sujet de décoration, mais deviennent un sujet à part entière sur lequel on peut s'arrêter, et habituellement on aurait plutôt eu une colonnade mais pas un morceau isolé comme juste un chapiteau, tandis que là c'est le chapiteau qui symbolise toute l'Antiquité, qui symbolise aussi le temps qui est passé. Vous voyez que normalement il est bien au-dessus de nous en haut des colonnades, le chapiteau est tombé à terre. Il y avait une maxime depuis la Renaissance qui disait même dans les ruines de Rome on voit combien elle était grande. Donc c'est tout l'enseignement du temps qui passe, de la fugacité des gloires et des grandeurs des nations qui sont mises en avant avec des morceaux de réflexion comme ceci. Donc vous voyez, c'est pas seulement Hubert Robert. Alors certains disent que ça aurait peut-être pu être même Fragonard en train de dessiner. C'est vrai qu'ils sont très souvent ensemble et très complices. Et donc on ouvre complètement sur une autre réflexion, bien au-delà du simple effet pittoresque. Et Hubert Robert donc, va dessiner comme ça pendant 11 ans à Rome. Et il va emmagasiner une matière qui va lui permettre de continuer à dessiner Rome et à peindre l'Italie une fois rentré en France. Alors profitons de quelques-uns de ces dessins. Nous avons ici un visiteur près d'un vase au jardin des Maronites, un dessin des années 1764 qui est conservé au musée d'Ottawa, un très beau fond Hubert Robert au Canada. Souvent, il va aussi accompagner des amateurs qui ont envie de se faire représenter près des lieux qu'ils ont visités. C'est la photo souvenir avec l'appareil photo ou le portable comme on fait aujourd'hui. Bon, ben là, ça demandait un petit peu plus d'installation avec un artiste qui vous suivait, mais à de très nombreuses reprises, Hubert Robert va accompagner des visiteurs français et les représenter face à des endroits qu'ils sont en train de découvrir à l'occasion de leur séjour. Et le nom du site ici est révélé, donc on voit que c'est vraiment destiné à être quelque chose de souvenir que l'on va ramener, puisque dans la plaque, ici, on a la totalité des significations du lieu, la signature d'Hubert Robert avec encore une petite dédicace en dessous, qui nous montre donc qu'on est ici sur une des montagnes de l'Esquilin, dans un couvent à Sant'Antonio dell'Abate, qui était occupé par les Maronites depuis les années 1740. Et on voit quand même la précision du trait d'Hubert Robert ici, à quel point il est précis, parfois même économe, hein. Il ne rajoute pas, il ne renchérit pas forcément sur les effets, sur les petites hachures, les petits guillochis. C'est très efficace et c'est ce qui va évidemment plaire dans sa façon de travailler. Le personnage ici est peut-être Monsieur Vatelet, en tout cas c'est lui que l'on aperçoit en promenade dans les rochers, là c'est tout à fait attesté, en compagnie de Marguerite Lecomte, peut-être l'abbé Copette. Je n'ai pas dit Copé, hein, Copette, bien sûr. Donc c'était vraiment un trio qui passait beaucoup de temps à se promener et qui était suivi par Hubert Robert. Madame Lecomte, qu'on a vu dans la nature ici, on la voit en train d'examiner les antiques à l'intérieur des musées du Capitole, où il y a ces grandes collections de sculptures antiques.
Elle était une compagne de voyage de Vatelet. On reparlera de Vatelet une fois que Hubert Robert sera rentré en France. Elle passe presque un an à Rome aussi au cours du séjour. On la reconnaît avec un petit manchon ici, on voit qu'il fait assez frais, et elle arrive effectivement pendant l'hiver 1763. On retrouvera son manchon et son costume dans d'autres dessins. Mais elle n'est pas seulement en train de regarder des morceaux de l'Antiquité, dans le musée du Capitole, elle est aussi adossée à une figure de Pan. Vous voyez cette figure en termes engagés ici, avec cette grande gaine et la tête de Pan. Donc ce n'est pas un hasard, car c'est une figure ici un petit peu brutale, les instincts primitifs de la nature, ici une dame beaucoup plus sage, plus polissée, qui lui tourne le dos, mais qui est quand même appuyée à lui. Donc, déjà, ça ouvre des perspectives, mais surtout, si on connaît le contexte de l'époque, on sait que ce n'est pas du tout une allusion grivoise comme on pourrait le supposer, c'est plutôt l'allusion à une académie, l'Académie des Arcades, qui avait été créée en 1690, qui était une sorte de Rotary Club, club, vous voyez, de bonne société, où se réunissaient les voyageurs étrangers en visite à Rome. Et on sait que Madame le Comte y est reçue, et elle y sera reçue, elle reprenait un nom d'emprunt, elle est devenue Belinda Paracidea, donc dans ce club très mondain, et on en a l'allusion ici. Et Vatelet était amateur de poésie bucolique, de pastorale, il va faire de l'illustration de nombreux récits. Donc vous voyez que tout cela est quand même dans une sphère très savante, et sous un a priori juste agréable. Il y a quand même beaucoup de choses, et Hubert Robert n'est pas juste un des dessinateurs des bons moments ou de feuilles juste pour le plaisir. Alors évidemment, pour le plaisir, on a quand même ces carnets de dessins. Ça, c'est une feuille dans un des carnets de dessins qui est conservé à la Pierpont Morgan Library à New York. Il y a à peu près 50 carnets de dessins qui existent encore, qui sont vraiment soit dans l'état feuille après feuille telle qu'il les a dessinés au jour le jour, soit des réunions, des collages qu'on a fait ensuite. Donc vous voyez la masse de documentation que l'on a, et là c'est un véritable carnet, donc là c'est vraiment les dessins faits dans les sites, et vous voyez qu'il dessine avec minutie un certain nombre de vestiges d'antiquité qu'il pourra ensuite replacer et recomposer dans ses compositions et dans ses toiles plus tard. Il passe tellement de temps avec certains de ses amis qu'il arrive aussi à fusionner son style dans le pas d'autres dessinateurs et d'autres peintres. C'est notamment le cas avec Fragonard. Je vous disais qu'ils étaient ensemble. Pendant très longtemps, ce dessin a été attribué à Fragonard. Cette caravane de bergers, dessinée dans les années 1760, qui est conservée au musée de Harvard. Une belle planche ici avec sanguine, plume et la vie, comme le faisait Fragonard, donc qui reprend exactement les mêmes ingrédients. Et tout cela est surtout intéressant car on voit qu'il y a un échange très stimulant entre ces élèves. C'était l'intérêt aussi de cette académie, c'était de pouvoir mettre ensemble dans cette grande marmite de l'académie les élèves pendant plusieurs années, et ensuite eh bien, ils confrontent leur style, ils échangent et améliorent également leur technique. Et bien sûr, Hubert Robert va en influencer un certain nombre. Dans ces promenades, donc, il nous donne ici, par exemple, une vue d'une villa italienne, qui n'est pas spécialement identifiée pour celle-ci. Elle est dans une collection privée, dessin vers les années 1760. On voit vraiment son talent de paysagiste, il est vraiment très imaginatif. Là, ce n'est pas forcément un lieu qui existe véritablement. On voit surtout une très belle qualité du dessin. Il avait appris le dessin lorsqu'il était encore au collège, tout jeune, au collège de Navarre. Le collège de Navarre à Paris, c'est vraiment les grandes classes, vraiment pour les grands personnages de la société parisienne. Il y côtoie ainsi de futurs grands personnages de l'État. Il a comme maître de dessin Slotz. Michel-Ange Slotz, c'est le grand dessinateur du style rocaille qui dessine pour les résidences royales. Donc il avait déjà un bagage assez solide lorsqu'il arrive à Rome, et on voit que tout cela va s'épanouir considérablement à Rome. On voit qu'ici, il y a surtout une très très belle utilisation de la réserve
c'est-à-dire les parties laissées blanches sur le papier, des hachures pour donner le volume, mais juste ce qu'il faut. Vous voyez ici des hachures pour redonner un tout petit peu d'ombre, alors que tout cela, ce n'est justement pas dessiné, c'est tout blanc. De grands coups noirs ici avec ce peuplier qui va donner un premier plan, une profondeur, et ce blanc plus lumineux ensuite qui nous fait encore avancer dans le plus profond de la toile. Les effets de grisaille qui avancent progressivement, qui s'éclaircissent au premier plan, qui redeviennent plus sombres, qui redonnent comme ça plus de dynamisme pour aller au loin, de grandes obliques pour donner la perspective, pour donner à la fois une perspective en hauteur, en profondeur ici avec ces branches. Donc on voit qu'il y a vraiment un grand talent dans la composition de ces planches. Et il s'amuse aussi, comme le faisaient les jeunes artistes de l'époque, un dessin qui est conservé au musée de Valence, des années 1761 ou 62, avec cette étude de plantes, de feuilles d'acanthe. On en trouve assez peu dans nos régions françaises. Alors en Italie, on a de très belles feuilles d'acanthe qui amusent et qui surprennent les jeunes artistes français. Pour essayer de donner une échelle, il a été gentil, vous voyez qu'il nous a mis un petit chien là, qui donne l'idée de la taille de ces grandes feuilles d'acanthe qui poussent en bordure de campagne, mais il ajoute quand même dans le fond quelques palissades, quelques statues, donc ce n'est pas juste une étude botanique, là aussi il s'appuie sur quelques fragments de l'Antiquité. Un très beau dessin justement avec des fragments d'Antique, là qui est conservé à Besançon, celui-ci. On voit très bien qu'il fait des notes pour ses futures compositions avec des pièces qui existent vraiment. Là, on a des morceaux, notamment avec ce jeune dessinateur qui dessine dans les jardins Farnèse 2 morceaux d'Antiquité qui étaient conservés à l'intérieur du jardin de la villa. On aperçoit tout au loin quelques coupoles de Rome qui sortent depuis la terrasse du palais Farnèse, de la villa. Un relevé avec notamment ici un détail d'un relief antique qu'on va retrouver dans de très nombreuses compositions par la suite. Et alors c'est encore plus le cas, comme on voit ici, avec ces morceaux de fragments d'antique, où là, on retrouve des urnes cinéraires, notamment l'urne octogonale ici, qui appartenait à cette époque aux Farnèse, qui ensuite est allée à Naples. Là, d'ailleurs, on voit que c'est un moulage, car l'original était plus abîmé. Donc, vous voyez qu'il essaie de trouver les morceaux les mieux conservés, les plus utilisables ensuite pour ses compositions. Donc, vous voyez qu'il fait vraiment un travail d'inventaire très, très, très précis et très complet. Alors ensuite, eh bien, on va passer à des choses de plus grand format et mettre tout ça en jeu et en scène à l'intérieur de paysages. Ici, avec ce dessin qui est conservé à l'Albertina à Vienne, on a les restes de ruines de la villa Sacchetti, donc plutôt un grand prétexte pour une grande composition, un manifeste pour la grandeur et la beauté des ruines. Il est toujours très doué pour composer des plans, des étages successifs, avec ici 3 niveaux. On a alors tout en haut une grande et énorme niche calée entre 2 sortes de grands groupes sculptés. On voit ici monter au-dessus des colonnes. Ensuite, un hémicycle sur le côté qui nous permet après d'arriver à des escaliers qui sont mis en scène de façon vraiment très théâtrale pour descendre jusqu'à une fontaine, présence de la fontaine qu'on va retrouver très très régulièrement aussi à l'intérieur de ces compositions. La nature, les arbres et l'eau, ça sont des choses qu'on va retrouver tout au long de sa carrière. Et vous voyez qu'après ce genre de modèle, eh bien, il va les multiplier. On a par exemple ici le modèle du casino d'une villa, c'est-à-dire donc une maison de plaisance au fond dans les jardins d'une propriété. Eh bien là, c'est une reprise à partir de ce qu'il a pu faire, Hubert Robert, mais là c'est repris par un de ses congénères qui est Pierre-Adrien Paris. Donc il travaille complètement lui aussi dans le style d'Hubert Robert, comme on le voit. Ensuite, le style d'Hubert Robert, eh bien, on va le graver. Janinet va graver ici un dessin d'Hubert Robert, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Comme c'est une gravure, c'est inversé. Et les visions d'Hubert Robert sont
tellement fantastique et illustre tellement bien cette Rome que l'on redécouvre et dont l'Antiquité devient un vrai sujet d'étude que, vous voyez, ça y est, c'est parti, on va diffuser ces créations et déjà donc, dès les années 1770, donc une dizaine d'années après son arrivée à Rome, il est très connu et très apprécié, et jusqu'en Angleterre, puisque là c'est un graveur anglais qui fait cette gravure. Vous voyez un autre exemple également ici. Il va également profiter de son séjour à Rome pour partir un peu plus loin et s'éloigner normalement du foyer où il n'aurait pas dû s'éloigner. Lorsqu'on est pensionné à la villa, donc à l'Académie à Rome, on peut aller dans la campagne, à Tivoli, juste à proximité, mais partir plus loin en Italie, normalement, ça ne se fait pas. Il faut une dispense du directeur. Mais, sachant qu'il a de très bonnes protections, eh bien, il va, quasiment sans demander l'autorisation, accompagner des visiteurs, donc notamment Vatelet, qui était receveur des finances, et qui lui propose de partir avec lui jusqu'à Naples pour lui servir de guide et de dessinateur pour montrer quelques souvenirs. Ce sera pareil aussi avec l'abbé Saint-Non, qui a été si bien peint par Fragonard. Et donc avec eux, il va partir jusqu'à Rome et Natoire, le directeur de l'Académie, n'aura qu'à enregistrer le départ. Et dans une lettre, il nous dit que, outre la douceur de ce voyage pour lui, qui ne lui coûtera rien, il trouvera de quoi faire des études qui lui seront avantageuses. Et c'est vrai que grâce à cela, il va pouvoir aussi s'approcher de grandes ruines et de grands bâtiments encore en très bon état. Et c'est notamment le cas ici avec la vue de l'entrée du temple de Sérapis à Pouzol, les ruines qu'il va aimer. Ah non, là c'est la vue de Paestum, c'est du grand temple de Poséidon à Paestum, pardon. Là, donc, il a des monuments antiques en très bon état. C'est nouveau aussi de s'intéresser uniquement aux bâtiments. Alors, il rajoute encore à cette époque, vous voyez, devant une petite scène avec une bergère, avec des petits-enfants, une hutte, bon, qui alors ne ressemble pas à... C'est assez étonnant, hein, c'est vraiment une hutte de fantaisie, avec ces immenses de grands ballots, grands fagots, quelques draperies, c'est vraiment une hutte d'opérette, hein, c'est comme les petits bergers de boucher, avec les costumes en soie et les petits pieds nus, juste pour dire qu'on a affaire à des petits bergers. Bon, là aussi, c'est vraiment une campagne d'opérette. Et derrière, par contre, on a une observation très précise des bâtiments, ici donc du temple de Paestum, ici donc l'entrée du temple de Sérapis à Pouzol, mais là, il fait aussi œuvre de créateur et d'artiste, car sur ce dessin qu'il fait au cours de ce même voyage, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre à la fois en deux parties, une partie de nature triomphante, très en forme, vous voyez que les grands arbres ici ont poussé, sont en train de créer de grandes voûtes de végétation, comme les grandes voûtes qu'on construisait autrefois en pierre. Mais le travail de l'homme, ici sur la droite, qui a fait des grandes voûtes, qui a élevé de grands bâtiments, on voit ici une grande treille, tout en haut d'une immense terrasse, on aperçoit juste les petites poutres, et puis on sent ici la végétation qui pousse, mais tout ça est complètement en ruine. C'est-à-dire que le travail de l'homme, la grandeur de l'homme, menace totalement, non seulement ruine, mais disparition ici, alors que la nature, elle, va reprendre le dessus sur le travail de l'homme et triompher. Donc là aussi, c'est memento mori et aussi un rappel de la fugacité de la gloire. Donc c'est un peu comme à lire comme les vanités, les grands tableaux de vanité du XVIIe. Là, c'est exactement la même teneur. Les bâtiments et les créations humaines peuvent également disparaître. Ici, vu d'une grande villa, les jardins de Portici, près de Naples, avec ses œuvres. Donc on voit de nouveau toujours son sens de la mise en scène, les grandes lignes fuyantes, donc vraiment des profondeurs qui sont magnifiquement suggérées. Et tout le monde est vraiment d'accord pour dire que c'est un grand dessinateur, un grand artiste, et qu'il est promis à un très très grand avenir. Et effectivement, quand il va passer
à la toile, alors là, effectivement, on va tout de suite sentir que c'est un grand maître du paysage et de la peinture tout court. On voit par exemple ici l'effet du grand jet d'eau de la villa Frascati, et puis une vue d'un belvédère de la villa Conti, à Frascati également. Donc une grande architecture, mais qui va s'effacer parfois totalement pour ne laisser que la beauté de la nature. Et ce traitement de l'eau, on le voit ici, avec des effets qui vont devenir de plus en plus subtils, des effets très brumeux, très cotonneux qui vont partir du jet d'eau et rendre l'humidité qu'on sent très bien à l'intérieur de ces toiles. Une présence de l'homme, souvent des personnages assez simples, autant Panini, qui était le grand peintre aussi de Rome à cette époque, qui ne peint pas de jardin. Par contre, il peint la ville, il peint les bâtiments antiques, mais jamais les jardins. Panini plaçait des grands personnages de l'Antiquité, des héros ou des visiteurs très, très chics et très importants. Chaque fois, ce sont des personnes du peuple, des promeneurs, mais pas forcément une attention donnée sur les personnages de la haute société. Une vue générale des jardins farnèses depuis le forum, qu'on appelait encore le Campo Vacino, le champ des vaches, puisqu'il était recouvert de terre et que les vaches s'y promenaient. C'est une des seules vues générales de jardin qu'il fait avec précision. Jusque-là, vous voyez qu'il s'était plutôt intéressé à des détails, à des petits morceaux. Là, il fait vraiment un relevé général. À gauche, on voit le petit casino du jardin, donc la petite villa au fond du jardin, la grande propriété au lointain, un des derniers donc, grands dessins avant son départ et son retour à Paris, où il va quand même devoir se présenter à l'Académie pour être reçu de façon officielle dans le métier de peintre, et il fait une œuvre magistrale, un coup d'éclat, avec cette vue du port de Rome, tableau qui est conservé à l'École nationale supérieure des beaux-arts à Paris, qui a hérité de tous ces morceaux de réception des grands peintres. Mais en fait, il triche un petit peu, parce que ce tableau, il l'avait déjà fait en 1761 pour Choiseul, donc pour le comte de Stainville, pour son protecteur, tableau qui est maintenant chez le prince de Liechtenstein à Vaduz. Donc 5 ans plus tard, il sait où il va, il a déjà fait la toile, il a enrichi sa technique, donc là, il joue sur du velours pour réaliser son morceau de réception. Et le 25 juillet 1766, il est non seulement agréé, mais reçu en même temps, alors qu'habituellement, il faut passer ce morceau d'agrément. Une fois qu'on a passé l'autorisation d'entrer dans le concours, on a 1 an pour créer le morceau de réception. Dans quelques cas, ça va être le cas pour Chardin notamment, on considère qu'ils sont tellement intéressants, tellement à part ou tellement bons que les 2 étapes du concours peuvent être réunies en une seule. Aussitôt, Hubert Robert va envoyer une lettre pour remercier Marigny, son protecteur, qui est surintendant des bâtiments et donc directeur aussi qui chapeaute l'Académie. Bon, il a peut-être été un petit peu aidé aussi. Peut-être que Marigny a dit, attention, celui-ci, il faut tout de suite le faire rentrer parce qu'on a affaire à quelqu'un de forcément très intéressant. Et c'est vrai que la toile ici est particulièrement bien composée. On reprend le principe des grands paysages urbains comme le faisait Panini à Rome, mais ici avec une plus belle partie pour les frondaisons. Donc contrairement à Panini, là on a quand même une grande partie de végétation. Et puis surtout, là c'est une composition tout à fait pittoresque puisqu'il mélange en même temps une grande vue du Panthéon qui se trouve ici. Sauf que le Panthéon n'est pas du tout, si vous connaissez, c'est juste une toute petite place, devant une petite fontaine, mais ce n'est pas du tout un grand perron qui donne d'immenses escaliers pour descendre. Ça, c'est des escaliers qu'il avait vus à la Villa Specchi, donc qui n'ont rien à voir à Rome. Sur le côté, il n'y a pas non plus ce morceau de bâtiment qui est en fait une des façades du Capitole avec les palais des conservateurs créés par Michel-Ange. Donc ça, c'est des bâtiments qui se trouvent un petit peu plus loin dans Rome. Et puis, une grande colonnade tout autour avec les pavillons d'angle de ces colonnades qui sont ceux qui avaient fait le Bernin pour la place Saint-Pierre à Rome.
Vous voyez qu'il fait une synthèse de plein de bâtiments, et ça, c'est évidemment quelque chose qu'il va retrouver et reprendre avec beaucoup de bonheur tout au long de sa carrière. Voyons ici un dessin qu'il réalise en 1774. Il n'est plus à Rome, mais vous voyez qu'on a l'impression qu'il vient de le faire sur le motif. Il va faire aussi toute une série d'aquarelles pour Mariette. Et ici, c'est l'intérieur du temple de la Concorde. C'est un lieu qui l'a vraiment fasciné, car il y a non seulement les beaux vestiges du temple de la Concorde, mais derrière tout le petit peuple qui a investi ces ruines, qui a fait pousser des treilles, qui a installé des galeries, des maisons, et qui habite au cœur de cette antiquité romaine. Ça, c'est une animation assez joyeuse qu'il lui plaira toujours de représenter à l'intérieur de ses toiles. Même vue de l'extérieur de ce temple de la Concorde, comme ça vous voyez vraiment tout le site. Ça, c'est un dessin, celui-ci qui est conservé à Lyon, au musée des arts décoratifs. Le précédent était conservé au musée de Cleveland. Tout ça pour vous dire que ça a vraiment largement voyagé. Eh bien, vous voyez toujours ce goût des colonnades. Alors maintenant, vous savez comment lire Hubert Robert, et on voit très bien ici le triomphe de nouveau de la nature, d'ailleurs qui se penche. Alors on ne sait pas si c'est comme protecteur des humains en dessous, si elle part carrément à l'assaut de ces ruines de l'autre côté pour l'ensevelir progressivement, avec cette fontaine et colonnade dans un parc, un tableau au musée des Beaux-Arts de Bruxelles, qui date des années 1775. Là, on a une rare présence de guerriers romains dans les personnages qui sont en bas, avec une armure, des choses un petit peu rares dans sa production. Et surtout, il se rapproche dans ces années aussi, par une touche très rapide, du style de Guardi, qui est un des grands maîtres vénitiens qui est très en vogue auprès des amateurs, des touches très rapides, voilà, des choses au pinceau, mais vraiment brossées, petit dépôt de couleurs, ce qui donne des effets très vibrants et très très animés. Vous voyez qu'il change aussi au cours de sa carrière et qu'il peut répondre aux nouveaux goûts, donc il reste toujours très très inventif, que ce soit dans ses mises en scène, mais aussi dans sa technique, dans sa manière de travailler. Nous avons ici quelques lavandières qui sont dans un parc, au musée du Petit Palais de Paris pour ce tableau. On retrouve une fontaine qu'on a déjà vue dans d'autres tableaux chez Hubert Robert, mais l'architecture tout autour ici n'est pas forcément italienne, on la sent un petit peu plus française, et ça fait d'ailleurs penser au soubassement des grandes rampes des Tuileries, côté place de la Concorde, sauf que là, elles sont percées avec de grandes cascades, de grandes fontaines qui en descendent, donc là aussi une création, mais peut-être quelque chose qu'il aurait conservé dans ses dessins et ensuite réutilisé au moment où il arrive à Paris. C'est vrai que c'est un endroit, les Jardins des Tuileries, où il a aussi passé beaucoup de temps et beaucoup dessiné. Et vous voyez que cette présence de l'eau aussi prend une grande importance ici. Là, nous sommes dans les années 1780. Le tableau de gauche, qui est à l'Élysée des années 1783, la grande fontaine à droite qui est à Fort Worth aux États-Unis, vous voyez qu'on a une présence de l'eau qui envahit la toile, des effets de vapeur, des jeux d'air et de lumière. On voit très bien ici qu'on n'a pas une vision franche et nette, car il y a le filtre de la brume des vapeurs qui partent du grand jet d'eau central. Et il a presque une sensibilité romantique, déjà, avec ces effets. Ce seront plutôt des effets qu'on va trouver une vingtaine d'années plus tard, avec le 19e siècle, mais là, il ouvre déjà un autre regard sur cette nature. On voit aussi dans ce tableau du printemps, on arrive vers la fin de sa carrière, ici, en 1803, tableau qui est conservé à Avignon. Il s'inspire des jardins de la Villa d'Este, avec ses cascades, avec ses emmarchements à flanc de collines. Il peint cela 40 ans après son retour d'Italie, donc vous voyez que ça reste encore très réaliste et très vif. Toute une série de toiles qui auraient appartenu à Madame Vigée-Lebrun, pour montrer aussi qu'il était très apprécié et collectionné également par ses amis peintres. Et peut-être son tout dernier tableau en 1806, qui est encore dans une collection privée, un grand escalier au jardin, peut-être une œuvre, évidemment après on peut parler et puis faire des explications. Sur le moment, il ne pensait évidemment certainement pas que ce serait son dernier tableau, mais un très beau testament avec à la fois la magnifique présence
du bosquet et de la nature, le grand emmarchement, ici très théâtral aussi, avec des formes convexes, concaves, des rampes doubles qui se réunissent progressivement, est fait d'une fin de saison. On voit une lumière assez crépusculaire, et puis devant, ce sont des jardiniers qui sont en train de ramener des orangers dans leur caisse. Ils les emmènent vers l'orangerie pour la fin de cette année, suivi par des chiens, retour de chasse aussi, fin des plaisirs de la chasse et fin de la carrière de Hubert Robert comme peintre de ruines et de paysages. Voilà un panorama sur cette partie de son activité, mais il y a encore plein d'autres choses chez Hubert Robert, une partie dont on parle moins souvent, qui est celle de dessinateur et d'architecte pour les jardins. Les peintres vont devenir au cours de ce XVIIIe siècle et surtout dans les années 1770 des architectes de jardins. En 1777, Bélanger, qui était peintre, va donner les modèles des jardins de Bagatelle pour le comte d'Artois, donc le beau-frère de Marie-Antoinette, et dit d'ailleurs que le jardin est un modèle en grand pour un tableau de paysage. Et c'est la grande période, la grande fureur des jardins. Alors il y a eu la grande époque Le Nôtre, hein, on a pu en parler lors d'une séance précédente, ça c'était au XVIIe siècle. Et bien maintenant, avec ce XVIIIe siècle, on va avoir de nouveau un engouement pour le jardin, plus le jardin à la française, car depuis 1763, nous ne sommes plus en guerre contre les Anglais, pour l'instant, ça va reprendre, hein, je vous rassure, mais un petit moment d'amitié avec nos voisins d'outre-Manche, et du coup l'anglomanie devient très à la mode. On va découvrir les jardins d'Angleterre et revenir en France et vouloir ces jardins totalement nouveaux qui renouvellent le style, et de très nombreux jardins vont être créés à partir de ces années 1770. En 1778, Hubert Robert, lui, est nommé garde des tableaux du roi, c'est-à-dire une sorte de conservateur des collections de peinture royale. En cela, il reçoit un logement au Louvre, une faveur là encore, car normalement c'est une faveur réservée aux peintres d'histoire, qui est le grand genre par excellence. Il y a la peinture d'histoire, la peinture religieuse, et après on va avoir les natures mortes, les vues, mais absolument pas normalement un genre suffisamment noble pour avoir cette fonction. Donc vous voyez que là encore, il a ses protections. Effectivement, Choiseul, maintenant qui est devenu duc, qui est devenu un des principaux ministres, le pousse et l'aide. Et on va recréer pour Hubert Robert la charge de dessinateur des jardins du roi, une charge qui avait disparu depuis la mort de Le Nôtre. Donc vous voyez qu'on le considère quand même comme un personnage éminent pour exhumer ce titre de dessinateur des jardins du roi. Et il nous fait quelques vues des jardins de Versailles dans les années 1775. On a deux beaux tableaux qui sont conservés à Versailles toujours, qui ont été exposés au Salon à Paris en 1777 et qui représentent la nature telle qu'elle était à Versailles après le passage de la Grande Tempête. Il y avait eu une tempête effectivement l'année précédente, à peu près tous les 100 ans d'ailleurs il y a eu des tempêtes comme ça à Versailles. Il faut dire que 100 ans, c'est aussi le rythme de vie de l'arbre, et au bout de 100 ans, il commence à être un petit peu fatigué. Et donc, ça a été des étapes aussi pour refaire les jardins. Et à ce moment où il arrive finalement dans cette charge de dessinateur, eh bien, il va faire un état des lieux. Vous voyez qu'ici, il nous fait une vue de ces arbres abattus, de ces trouées, toutes les grandes percées, les grandes charmilles le long de la grande allée du tapis vert ou de la grande allée royale sont tombées. On aperçoit les sculptures de Puget ou les copies d'antiques qui ont survécu, mais vous voyez qu'en bas, on est en train de couper des planches, que la reine est venue visiter le chantier, Louis XVI aussi est en train de discuter avec l'un de ses ministres, alors qu'un artiste est en train de regarder ici nonchalamment le Milon de Crotonne de Puget. C'est très rare de représenter comme cela le roi et la reine à l'intérieur d'un tableau de nature. Généralement, ils n'apparaissent pas comme ça en simple promeneur pour faire déco.
quand même le roi et la reine. Ce qui montre que Hubert Robert peut se le permettre, donc qu'il a des protections et certainement un accès plus privilégié avec le roi et la reine. Autre vue d'Hubert Robert, ici, alors on voit le château, là on a changé, on est de l'autre côté du grand axe, là on est en train de couper, vous voyez, ils sont montés en train de découper les grands troncs d'arbres, et on est en train aussi de montrer ces morceaux de sculpture qui datent du règne de Louis XIV, des chevaux et un groupe sculpté fait par Girardon. On se demande comment le présenter de nouveau, et on va voir que c'est Hubert Robert qui va proposer la création d'un nouveau bosquet. Vous voyez qu'ici, c'est la grande activité d'ébitage de bois sous toutes ses formes, à coups de vache, à coups de grandes scies. Ici, on est en train de piocher. Donc, un tableau qui, à la fois, est assez terrifiant, parce qu'on voit que toute cette nature a été ravagée, mais finalement, il n'y a rien d'angoissant dans cette nature. Ce n'est pas une nature complètement ruinée. On n'est pas miné en voyant ce tableau, en se disant, mon Dieu, que tout cela est triste, que ces beaux jardins soient abattus. C'est un état transitoire vers quelque chose qui va être plus beau, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Et on le sent tout à fait dans la nature d'Hubert Robert, dans son esprit. Il ne tire jamais vers le côté le plus sombre, même si c'est un état des lieux qui n'est pas réjouissant. C'est pas mélancolique, vous voyez, c'est pas plombé. Et il y a toujours une note d'espoir, et ça, c'est évidemment toujours un grand bonheur de voir ça dans les tableaux d'Hubert Robert. Et bien voilà ce qu'il va proposer comme création pour remplacer le bosquet où l'on présentait le groupe sculpté d'Apollon servi par les nymphes, donc sculpture de Girardon. Et vous voyez que là, on est totalement dans l'esthétique nouvelle du XVIIIe siècle, avec un effet de grands rochers. À Versailles, on est sur des marécages, donc les rochers, des petits cailloux éventuellement, mais loin d'être ce rocher monumental. Il envoie un premier projet en 1776, au mois d'août, et ça sera d'ailleurs quasiment immédiatement pris, et c'est ce qui sera réalisé. On fait venir pour ça un maçon qu'il connaissait, qui avait travaillé à Chanteloup. Chanteloup, c'est le domaine du duc de Choiseul, son protecteur, et tout ça reste dans un circuit de connaissances, et on construit donc ce nouveau bassin des bains d'Apollon qui sera inauguré en 1777, enfin construit entre 77 et 80 pour les achèvements. Pendant toute cette époque aussi, on commence à se demander ce qu'on va faire des jardins de Lenôtre. C'est vrai que le style est passé, et il y a notamment Delille, qui est un théoricien des jardins, qui va écrire un grand ouvrage sur les jardins, un passage sur Versailles, et il nous dit « Ô Versailles, ô regret, ô bosquet ravissant, chef-d'œuvre d'un grand roi, de Lenôtre et des ans, la hache est à vos pieds, et votre heure est venue. » Alors il le dit parce qu'il n'aime pas le nôtre en plus, parce que derrière il y a des pages entières où il dit que le nôtre, franchement, c'est une terreur pour les arbres et pour la beauté de la nature. Donc l'idée est effectivement de renouveler, de tracer de nouveaux lieux se met en place, et Hubert Robert va accompagner tout cela. Il va faire une proposition à Trianon, qui est le domaine tant aimé par Marie-Antoinette, pour la création des fabriques. C'est donc tous ces monuments à l'intérieur des jardins, et il propose donc en 1778, un an après, la création de ce qui va devenir ce qu'on appelle maintenant le Temple de l'Amour. En réalité, son nom à l'époque et au tout début est celui d'une rotonde, puisqu'un temple a un espace fermé. Là, il n'y a aucun mur, donc c'est juste une colonnade, une coupole, donc c'est une rotonde, et non pas un temple, c'est un peu un abus de langage. Et il avait imaginé de présenter les sculptures qu'on a vues précédemment dans le rocher, d'Apollon, ici, et de ses chevaux pansés et nettoyés par des tritons, tout ça au milieu d'un grand lac. Mais il s'est rendu compte que ce groupe sculpté, qui est très large, avec plein de figures, si on le mettait derrière des colonnes, effectivement, pour le voir, c'est pas forcément ce qui est le plus facile, et l'accès pour y aller à travers le petit étang n'est pas forcément très commode. Donc, on va garder l'idée de l'eau tout autour, on va créer une sorte de grande île, des passerelles, et au milieu, on va placer un amour par Falconet, et ces groupes plus anciens resteront du côté du château. Donc, vous voyez qu'il intervient au cœur du château, au cœur de Trianon également.
Ici, avec ce tableau qui est conservé au musée de Quimper, on a l'illustration des grandes fêtes aussi qui sont données au cœur de ces jardins. Le 7 juin 1782, le Comte du Nord, ça c'est le nom de voyage pour voyager incognito pour Paul Ier de Russie et pour son épouse, la future tsarine. Voyage incognito, tout le monde sait qui c'est. On fait des fêtes absolument délirantes dans tout Paris et à Versailles. Vous voyez ici l'illumination qui a été faite à l'intérieur de Trianon. Les fossés avaient été complètement vidés, les rivières asséchées. Dedans, on avait mis des montagnes de petits bois et de bûches pour illuminer à giorno le jardin. Et on se promenait, on avait l'impression qu'on était en pleine journée tellement il y avait de feu à l'intérieur de ces jardins. Ça devait être assez fantastique et Hubert Robert nous en laisse un témoignage car il est complètement au cœur de ces aménagements dans ces années 80, notamment à partir des années 83 pour les aménagements du hameau de la Reine, toutes ces petites maisons façon rustique qui sont alors très très à la mode, eh bien c'est en grande partie des dessins proposés par Hubert Robert. Donc des effets de chaumière, mais à l'intérieur des décors avec des boiseries sculptées, dorées, des décors de marbre, de cristaux, en contraste totalement avec l'aspect rustique extérieur. Donc vous voyez que Hubert Robert là intervient en grande partie, et c'est grâce à lui qu'on a le modelage finalement du domaine de Trianon. Il va aller aussi dans d'autres résidences et surtout en ces années 80, en 1783, Louis XVI rachète à ses cousins Penthièvre-Orléans le domaine de Rambouillet. Il y allait déjà depuis de nombreuses années, au milieu des immenses forêts de Rambouillet et la chasse, évidemment, un passe-temps favori des rois et de Louis XVI. Le roi sent très bien que pour Marie-Antoinette, c'est un petit peu moins séduisant. Marie-Antoinette vient effectivement quelques mois après, il achète le château le 29 juillet, elle va venir le 29 novembre, elle va voir le château et elle trouve que tout cela est très gothique et très déplaisant. Alors très gothique parce qu'effectivement le vieux château de Rambouillet c'était un château où meurt François Ier, qui n'avait pas tellement évolué depuis, avec des restes encore de la forteresse médiévale, des grosses tours d'angle. Enfin, c'est pas du tout le château moderne comme aurait pu l'aimer la reine. Puis surtout, elle sait que si elle vient à Rambouillet, elle va se retrouver toute seule parce que Louis XVI va être tous les jours en train de cavaler dans la forêt pour aller tuer les sangliers ou les bêtes rousses. Donc, elle n'a pas trop envie d'aller à Rambouillet. Alors Louis XVI va essayer d'entamer quelques travaux pour amadouer Marie-Antoinette et Hubert Robert va se trouver complice de ces aménagements, notamment la création d'un grand canal. On a ce très beau dessin en pierre noire à Ancré la vie conservé au Louvre qui montre l'idée du grand canal qu'il va réaliser au fond du domaine de façon à pouvoir faire des grandes promenades en barque sur l'eau. Quand il fait beau, c'est l'occasion de prendre un petit peu le frais pendant les journées d'été. Voilà en partie ce qui sera créé, pas avec une vue aussi lointaine, parce que là, on a l'impression qu'on va... C'est encore mieux que le canal de Suez, là on part vraiment sur un autre continent, mais effectivement, il y a une grande percée comme ça tout au fond du jardin. Ça, c'est un tableau qui est passé en vente il y a 2 ans, toujours chez les particuliers. Et puis surtout, il va aussi participer aux aménagements des jardins, notamment à la laiterie de propreté. Il a voyagé en Italie, il a dessiné l'Amalthéum dans la ville natale de Cicéron, donc à Arpino, et il a comme cela des dessins qui vont être tout à fait utiles, de petits temples, de monuments à l'antique, pour créer notamment la laiterie. Alors de l'extérieur, on a l'impression effectivement qu'on va rentrer dans un temple antique, ou quelque chose de très vénérable, mais derrière, on ne devine pas du tout l'étendue du bâtiment, puisqu'on voit la coupe ici, avec une première rotonde, un toit percé avec, c'est quasiment le Panthéon, le même type de dôme, le même type de caisson et l'ouverture par l'oculus central, des grandes sculptures, des grandes tables en marbre sur lesquelles on va déposer les porcelaines avec la crème, les laitages ou les fromages que l'on a préparés à côté. Et pour continuer à prendre le frais ou aller
déguster ces laitages. Une deuxième pièce avec au fond un grand rocher tout à fait chimérique et étonnant, avec des petites cascades et un décor avec des bas-reliefs à l'antique. Voilà une vue de la deuxième partie de cette laiterie, avec des petits jets d'eau aussi qui sortaient du sol, ce qui permettait de conserver l'humidité et la fraîcheur. Des tablettes, alors là c'est juste des petites lignes, après plus loin ça devient de grandes tablettes où l'on peut déposer effectivement les tasses à crème ou les jattes pour les glaces. Et puis donc c'était fait de grandes nymphées, de grandes grottes, fait tout à fait rustique et surprenant. Et alors, à l'intérieur, un mobilier qui va être livré pour la laiterie en 1786. Bon, ce n'est pas dessiné par Hubert Robert, mais je vous montre comme ça toute l'ambiance de cette laiterie, avec un mobilier en acajou massif. C'est la première fois qu'on commande du mobilier en acajou dans les collections royales françaises. Ça va devenir très à la mode plus tard, mais là, on a un petit effet d'avant-garde avec ces morceaux qui maintenant sont conservés à Versailles. Alors, vous voyez qu'il intervient sur de nombreux chantiers des résidences royales, mais aussi pour des particuliers. Et dans les premiers dessins, on a vu qu'il se promenait dans Rome avec Vatelet. Eh bien, ce Vatelet, W pour son W-A-T-E-L-E-T, Claude Henry, de retour en France, change toujours de casquette, à la fois artiste, quand il le faut aussi receveur général des finances d'Orléans. Ça permet d'être artiste derrière quand on a l'argent qui vous permet de produire plus sereinement. Il se connaissait donc depuis Rome, il a continué à lui envoyer sans arrêt des dessins depuis Rome. Et en 1756, Vatelet avait acquis un site qui s'appelait le Moulin Joli, tout près de Colombes. Bon, maintenant, c'est noyé au milieu de la zone de Colombes, avec tout ce qu'il y a de plus industriel et de plus moche. Mais il avait créé vraiment un concept de ferme ornée. Ça, c'était le concept très très à la mode. Depuis l'époque de Rousseau, ce principe de retour à la nature, de ferme, qui est vraiment le modèle de vie et finalement tout ce qu'on peut faire de mieux pour vivre, puisque c'est le retour à la nature, c'est la grande époque des physiocrates, donc l'agriculture c'est égal aux richesses de l'État, donc c'est forcément le modèle qu'il faut encourager, tout à fait dans cet esprit de valoriser le travail de la terre et de la nature, et donc il va créer pour lui tout l'environnement et un certain nombre de fabriques, de maisons à l'intérieur de son domaine de Colombes. On voit ici donc le moulin. Alors l'intérieur, après, est tout à fait arrangé, très coquet et très propre. Et tout autour, plein de petites fabriques avec des petites laiteries, des petites maisons en chaume. On a complètement mis dehors ce qui était les ornements traditionnels des jardins, c'est-à-dire les effets de chinoiserie. Moitié 18e, il y a ces effets de pagodes, de temples chinois vus par les Français et vus par le filtre du bon goût parisien, mais ça disparaît, à la fois le côté bâtiment antique ruine, l'a totalement disparu, mais le côté vraiment retour à la nature. Alors ça, c'est vraiment le goût de ce collectionneur, et Hubert Robert travaille dans ce sens pour lui. Pour un autre collectionneur, pour le marquis de Girardin, dans son domaine d'Ermenonville, il va créer quelque chose de beaucoup plus à l'antique. Là, on voit un tableau de 1792 qui nous montre des lavandières, un tableau qui est conservé à Cincinnati, il faudra aller un petit peu plus loin pour le voir, où il transforme le temple de la philosophie en un bâtiment inachevé, pour rappeler que la philosophie n'est jamais achevée non plus. Et c'est une référence au temple de la Sibylle de Tivoli, qui est tout en haut des cascades, et qu'il l'adapte ici avec donc un grand bassin, avec les lavandières, bien connu qu'on discute beaucoup quand on va laver le linge, donc de ces discours naît la philosophie et la sagesse. C'est pour ça qu'il n'y a que des dames, vous remarquerez, liées à la philosophie. Les hommes, forcément, sont écartés d'un sujet qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, belle mise en scène ici pour cette construction qu'il fait à l'intérieur du jardin d'Ermenonville. Voilà le bâtiment tel qu'il existe encore. On voit d'autres lieux comme ici la brasserie. Donc c'est vraiment la grande époque
voilà, la terre, le travail de la main des paysans aussi. Ça, c'est vraiment ce qui est mis en avant. 50 fabriques en tout dans le jardin, 50 petits bâtiments qui donnent envie de prolonger à chaque fois la promenade, d'avoir de nouvelles surprises. Et puis au milieu de ce parcours, on tombe sur un tombeau, alors vraiment tombeau à l'antique, hein, on le voit, avec les formes, avec les motifs de bas-relief, ça vraiment des détails qu'on voit qu'il a pu reprendre immédiatement de ses promenades. Mais là, ce n'est pas seulement un tombeau de fantaisie, c'est le tombeau qui va servir pour Rousseau. Il meurt à Ermenonville en 1778 et Hubert Robert lui dessine ce tombeau avant qu'il ne soit transféré en 1794 au Panthéon. Un autre domaine où Hubert Robert va travailler, c'est Méréville. Méréville qui va être considéré comme un des plus beaux jardins du XVIIIe siècle, de la fin du XVIIIe. C'est tout proche d'Étampes. Maintenant, ça a été là aussi un peu abîmé par à la fois une voie de chemin de fer et la nationale qui passe en bordure du jardin, mais il reste encore un certain nombre de beaux édifices à l'intérieur de ce domaine. Méréville, que l'on voit ici, le château tout au fond, la Juine, la rivière qui passe là, tout cela va être à grands frais complètement remodelé, on va créer totalement le paysage. Alors là, ça va être plus simple parce que c'est la propriété du marquis de Laborde. Le marquis de Laborde, c'est le banquier de la cour de France. Donc pas de problème d'argent. C'est toujours mieux. Pourtant, au départ, il commence avec Bélanger, celui qui avait fait Bagatelle. Il lui coûte beaucoup trop cher. Là, il va vraiment exagérer celui-ci, parce que vraiment, pour que Laborde trouve que c'est cher, c'est qu'il devait y aller très fort. Et donc, il appelle ensuite Hubert Robert pour réaliser son jardin. Un jardin donc, où il aurait dépensé certainement, dit-on, 16 millions de livres. C'est colossal, 16 millions de livres. Hein. Avec 16 millions de livres, vous pouvez acheter au moins 16 ou 18 châteaux avec les propriétés autour. Hein. Non, mais c'est inouï. Là, Hubert Robert va composer dans le paysage un certain nombre d'éléments qui vont être liés aussi à l'histoire de la famille. Dans ce tableau, dans Panorama, on aperçoit une grande colonne à l'antique, mais ce n'est pas une colonne tout à fait ordinaire, mais quand il y a une boule, et puis surtout, on aperçoit là, c'est un petit peu plus net sur l'original, on aperçoit les bouts de proue de navires, donc les colonnes rostrales, des colonnes rostrales qu'il va édifier, car il y place ici le souvenir des frères Laborde qui avaient disparu dans l'expédition de la Pérouse, avec qui ils étaient partis. Ensuite, ces colonnes rostrales, on va les retrouver dans de très nombreux jardins, on va les retrouver à Saint-Pétersbourg aussi, en face de l'Ermitage, de très très nombreux lieux. Là, on a une très très belle illustration de la création d'Hubert Robert. Un autre lieu avec un temple de la piété filiale ou temple rond. On reprend le principe du temple de la Sibylle de Tivoli, cette fois-ci adapté, avec celle-là centrale vraiment fermée. Le nom vient d'une statue de Pajou qui était placée à l'intérieur, qui représentait Nathalie de Noailles, la fille de Laborde, donc souvenir de sa fille qu'il aimait beaucoup. Il reprend aussi les principes des frises qu'il a observés à Tivoli, donc vraiment création totale d'un univers et d'un petit monde, création aussi du rocher, parce que là aussi on est dans une cuvette d'Île-de-France, donc pas du tout de rocher, donc voilà, on va créer un rocher, c'est pas grave, il n'y en a pas, on va le fabriquer. Autre élément, ici un monument à James Cook. Elle n'est pas du tout enterrée là-bas à côté d'Étampes, mais c'était un des récits qui était tellement à la mode que tout le monde lisait avec passion que l'on crée comme cela à l'intérieur du jardin une dédicace à James Cook, un monument funéraire finalement, un peu macabre, quand même, un petit peu surprenant. Ça va être le goût aussi romantique qui va se mettre en place. D'ailleurs,
on a ici vraiment une des bases des monuments funéraires qu'on va retrouver pendant le XIXe siècle, avec le principe des grandes colonnes doriques sans base. Vous voyez qu'en bas, ça tombe directement sur les marches. Ça, c'est quelque chose qu'il a observé sur la fontaine qu'on appelait la fontaine de Commode à Rome, et qu'on va retrouver après dans beaucoup de monuments funéraires. Et il compose comme cela plein de séquences à l'intérieur du jardin, et l'abbé de Lille dit dans son poème sur les jardins, en pensant à Hubert Robert certainement, qu'un jardin est un vaste tableau et soyez peintre. Il dira plus tard aussi, avec la multiplication de toutes ces constructions à l'intérieur des bâtiments, de toutes ces fabriques, que ça devient parfois un peu envahissant. Là, il y en a aussi plus d'une cinquantaine, et il nous fait un passage assez croustillant comme cela. Mais loin ces monuments dont la ruine feinte imite mal au temps l'inimitable empreinte, ces restes d'un château qui n'exista jamais, ces vieux puits nés d'hier et cette tour gothique, ayant l'air délabré avant d'avoir l'air antique. Joliment dit. Ça n'empêche pas Hubert Robert de continuer à créer une grande quantité de jardins, le domaine de Betz pour la princesse de Monaco, c'est un grand domaine en partie encore en l'état près de Chantilly. Je n'ai pas de photo malheureusement parce que je ne me suis pas fait inviter par le roi du Maroc à qui appartient la propriété. Donc on a beaucoup de mal, mais si quelqu'un d'entre vous peut nous aider à y aller, on ira faire des photos ensemble, donc là aussi un bel ensemble. Pour le général Lafayette, dans son domaine de la Grange, près de Meaux, là aussi il crée un très très grand jardin. Il va faire des interventions pour son ami Choiseul à Chanteloup, enfin vraiment dans une grande quantité de monuments. Mais il ne s'arrête pas à cela. On va l'utiliser aussi, comme il est au service des bâtiments du roi, pour partir faire un inventaire des monuments de l'Antiquité. Bah oui, quand même. Qui de mieux qu'Hubert Robert pouvait nous peindre l'Antiquité française? Et on l'envoie ainsi en 1783 en Provence, dans le Languedoc, pour effectuer des tableaux, des croquis, faire les relevés de ces vestiges antiques, en particulier à Saint-Rémy de Provence. Tableaux qui ensuite seront exposés au salon de 1785 et 87 pour montrer à tout le monde le résultat de ces repérages dans les sites avant que les tableaux n'aillent dans les appartements de Louis XVI au rez-de-chaussée au château de Fontainebleau. Ces appartements intérieurs qui étaient complètement remaniés à cette époque, donc ils sont vraiment commandés pour le roi. Et nous avons ici un tableau, celui-ci maintenant est à Berlin, qui nous présente en composition de paysage idéal, puisque là sont à touche-touche à la fois l'amphithéâtre tout à fait au coin à gauche et la maison carrée de Nîmes. Tout au loin, ici on aperçoit le pont du Gard. Juste à côté, donc le mausolée et l'arc de triomphe de Saint-Rémy de Provence. Et en tout arrière-plan aussi, on a le temple de Diane qui se trouve à Nîmes. Donc tableaux qui ont d'immenses succès. Alors, il réalise des variantes, ici l'Arc de Triomphe et le théâtre antique d'Orange, dans le tableau qui est conservé au Louvre. Autre tableau avec la Maison Carrée, mais qu'il a aussi un petit peu réadapté. C'est une grande époque de fascination par la grandeur des ruines, mais il refait les soubassements qui n'étaient pas du tout dans cet état. De nouveau, il l'a fait cohabiter avec les bâtiments du théâtre antique. Là aussi, de nouveau, la maison carrée, avec ce tableau qui est conservé à l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, avec le couvent juste derrière, qui là, par contre, était véritablement sur place. Il rajoute des inscriptions qui n'y figuraient pas, bon, là, quand même des petits aménagements. C'est vraiment une époque dans ces années 80 où ce goût de l'antique, maintenant, est devenu on ne peut plus à la mode. Tout le monde a des intérieurs dans le goût antique. Alors, Hubert Robert ne travaille pas pour les décors intérieurs, mais on prend ses dessins, on prend ses modèles, on va s'en inspirer très souvent. Il y a, juste pour vous montrer à quel point ce goût de l'Antiquité est devenu une fureur proche de l'hystérie parfois, vous avez ici le projet d'une pièce, d'un salon, qui est en fait la cellule pour le père Le Sueur. Donc on est effectivement chez un religieux, dans des bâtiments vraiment, alors là, comme cellule, hein,
Bon, certes, c'est peut-être monacal par le côté pierre, mais enfin tout ça, c'est du trompe-l'œil. C'est un dessin qui est fait par Clériceau, conservé à Cambridge, un dessin extraordinaire, qui nous montre exactement le projet qui n'a pas été mené totalement à bien. Vous imaginez les trompe-l'œil ici, comme si c'est une vraie pièce avec là des trompe-l'œil, pour faire croire que le temple s'est effondré, qu'il y a des planches, des palissades, mais c'était vraiment conçu pour être une pièce dans laquelle on peut vivre. Le tombeau ici, en fait, était le projet pour un bureau, on appuyait dessus et puis ça s'ouvrait et puis ça devenait le bureau sur lequel on pouvait travailler. Donc vous voyez à quel point cette anticomania était devenue particulièrement répandue. Retrouvons Hubert Robert ici avec le pont du Gard, dans cette magnifique scène conservée au Louvre. Donc on retrouve toute l'animation qu'il a su mettre dans ses résidences et dans ses jardins italiens, mais ici sous le ciel de Provence. Et il dessine aussi des vues des dessins de sa famille, de ses amis. Donc là, c'est un côté un petit peu plus intime, Hubert Robert, que l'on voit, avec notamment ici sa femme, Madame Robert, en train de jouer de la vielle à roue, qui est un instrument qui est devenu très en vogue dans la bonne société. C'est de nouveau les bergers façon Boucher, comme je vous disais, donc tout ça bien assagi. On a ce très charmant petit tableau qui est conservé à Valence d'une nourrice avec le berceau, un intérieur à la fois simple, mais vous voyez avec des sièges à la mode, le petit tabouret repose-pied ici qui est quand même très chic. Bon, on voit que c'est peut-être une représentation de la nourrice d'un des enfants d'Hubert Robert. Il se moque aussi de son métier de peintre avec les polichinelles qui sont en train de peindre. Donc on voit un atelier de polichinelle peintre ici, un tableau qui est conservé à Amiens, comme le tableau se moque aussi de ses amis chanteurs ou compositeurs, et ici ils sont en train de chanter. On a l'impression que ça crie surtout très fort en face de cette partition avec ces polichinelles. Vous voyez un homme aussi multiple, qui sait être un peu cocasse par moments, et qui va également être un dessinateur, un illustrateur de Paris. Et ça, c'est vraiment un côté qu'on connaît nettement moins dans sa production. Ici, une vue de l'entrée des Tuileries, un dessin qui est conservé à Besançon. Alors peut-être au moment où il revient en France, donc assez tôt dans les années moitié des années 1760. On retrouve les grands soubassements qu'on a vus sur tout à l'heure, une composition qui disait que c'était peut-être les soubassements des Tuileries. Là, on voit effectivement l'entrée. Côté, là, on est place de la Concorde, dans ce qu'on appelle le pont tournant. Et des vues également des personnes qu'il côtoie à l'intérieur de Paris. On a toute une série qui représente Madame Geoffrin. Madame Geoffrin, très connue parce qu'elle avait un salon littéraire où tout le monde venait, les grands esprits, les Voltaire et autres étaient passés déjà chez Madame Geoffrin. On la voit ici recevant son petit déjeuner ou sa collation, donc son serviteur à l'arrière qui a laissé le balai appuyé le long de la bergère, vous voyez, qui est en train de servir Madame. On voit des tableaux façon Hubert Robert, ça tombe bien puisqu'il en avait, des vues vraiment de son intérieur dessinées avec beaucoup de précision. On a vraiment l'impression d'être chez elle. Toute la série de tableaux représentant Madame Geoffrin sont toujours dans les collections des descendants de Madame Geoffrin. Donc une série qui est faite dans les années 1773. On voit Madame Geoffrin en promenade à l'abbaye Saint-Antoine. L'abbaye Saint-Antoine était devenue un des lieux de rendez-vous à la mode, parce que l'abbesse de Beauvau-Craon trouvait qu'une abbaye c'est triste, et que si on ne fait pas venir de monde, c'est un petit peu ennuyeux. Donc c'était ouvert à tout le monde, il n'y avait absolument plus de clôture conventuelle, et on peut vivre et recevoir sans aucune limite. C'est devenu tout sauf un couvent. C'était le cas dans plusieurs couvents dans Paris. Madame du Deffand au couvent Saint-Joseph, elle aussi avait son salon mondain. Madame Récamier vit à l'abbaye au Bois, donc on est loin des abbayes avec les jeunes filles repenties ou les recluses. Elle n'était ni repentie ni recluse, les plus jeunes filles non plus d'ailleurs. Juste à côté
Un tableau, là ça ressort un petit peu sombre, mais c'est plus clair quand même. C'est pas en pleine nuit, en tout cas, que nos dames sont en train de prendre le déjeuner donc à l'abbaye Saint-Antoine. On voit ici une famille dans le jardin, justement Saint-Antoine, peut-être la famille de l'artiste. On est en train d'écouter une lecture, les dames sont à leur ouvrage, un petit enfant arrive ici tenu en lisière par la nourrice, donc une scène de vie quotidienne, de réunion heureuse de la famille, et puis des peintures aussi de l'actualité, un peu plus mouvementées, qui est aussi dans ces témoignages d'Hubert Robert, comme ici un incendie de l'Hôtel-Dieu, la nuit du 30 janvier 1772, tableau en collection privée. Son atelier donnait sur le jardin de l'Infante au Louvre, c'est-à-dire le côté Seine, près du pont des Armes, de ce côté-là. Donc il voit au loin les lueurs et il va, sans courir vite, voir ce qui se passe. Et une fois rentré, va composer donc, cette vue de l'incendie de l'Hôtel-Dieu, tout à fait impressionnante, hein, le mouvement est magnifiquement rendu. Guardi avait fait un tableau dans ce goût-là avec un incendie d'une réserve d'huile à Venise quelques années auparavant, donc tout à fait dans ce genre de choses qu'on produit. Donc vous voyez qu'il est vraiment en accord avec son temps. Autre incendie, bon, il n'a pas fait que ça, hein, mais là c'est deux exemples, parce que c'est aussi des effets de nocturne, ce qui est intéressant à traiter en peinture. Pour l'incendie de l'Opéra du 8 juin 1781, depuis l'Académie de peinture, il a pu voir effectivement cet incendie au loin, puisque là à droite ce sont les bâtiments de la cour Napoléon du Louvre, l'actuelle cour que l'on connaît, mais bon là c'est pas dans son état Napoléon III. Des vues aussi des aménagements de la ville. Tout en haut, vous avez le décintrement du pont de Neuilly. Alors, ça a été un rendez-vous mondain et un rendez-vous scientifique qui a réuni tout Paris. D'ailleurs, on voit qu'il y a une quantité de personnes. On avait fait des arches très très longs au pont de Neuilly, des arches en bois, on aperçoit les structures, on a construit par-dessus, et le jour où on va faire le décintrement du pont de Neuilly, le 22 septembre 1772, Louis XV est présent, le dauphin, futur Louis XVI également, donc c'est un morceau exceptionnel. Tout le monde se doit de venir voir ces prouesses techniques. Le tableau va rester d'ailleurs pendant très longtemps dans les collections royales. Autre vue de pont de Paris en 1786, la destruction du pont Notre-Dame, destruction des maisons qui étaient dessus. C'est vrai qu'on oublie souvent, mais les ponts étaient garnis de maisons. On voit ici le côté de rue qui a subsisté, et puis l'autre côté ici où les maisons ont disparu pour donner un peu plus d'air, un peu plus de clarté, et puis de nouveau découvrir la Seine qui était juste en dessous. Il y a des événements, effectivement, en 1789, et ensuite la destruction de la Bastille, qui l'illustre ici. Il va être aussi le témoin d'un certain nombre d'événements, comme notamment la grande fête de la Fédération en 1790, alors des tableaux à Versailles au musée Carnavalet, au mois de juillet 90, pour la première fête de la destruction de la prise de la Bastille. La destruction était en cours. On va organiser ce qui va devenir notre 14 juillet. En fait, nous on pense toujours qu'on fête la prise de la Bastille, mais en fait non, c'est le souvenir de la fête de la Fédération qui est devenu le 14 juillet officiel. On va organiser ce qu'on appelle les journées des brouettes à cette époque-là. On va effectivement construire deux immenses monticules pour faire de sortes de petites collines sur lesquelles on va pouvoir placer sur le champ de Mars. On aperçoit derrière l'école militaire, donc l'emplacement ici de ce faux arc de triomphe en carton-pâte, il faut imaginer la tour Eiffel maintenant, et tout autour, donc deux grands monticules pour accueillir 400 000 spectateurs. C'est inouï, hein, la taille ça a pu donner. D'ailleurs, on va déplacer, donc tout le monde vient avec ses brouettes pour créer ces gradins naturels, pour venir assister à cette grande fête de la Fédération, où toutes les provinces étaient représentées. Et ces montagnes de terre étaient tellement importantes qu'on n'a pas pu s'en débarrasser ensuite, et c'est resté en place jusque sous Napoléon III. On a commencé à les enlever, et c'est parti seulement avec la création de la tour Eiffel. Vous voyez qu'on a gardé pendant 100 ans, finalement, les vestiges de cet aménagement temporaire, et Hubert Robert en laisse le témoignage ici. Autre vue, donc autre angle un peu plus proche aussi de toute cette foule. On imagine
la foule assemblée. On aperçoit ces espèces de petites têtes. Là, le grand tréteau, puis c'est là où il va y avoir les grandes fêtes patriotiques, la grande messe célébrée par Talleyrand, qui ne savait absolument pas comment s'y prendre pour commencer sa messe. Voilà, ça se passait effectivement dans ces lieux. Et un petit peu plus loin, dans les allées de la Muette, un grand banquet pour 14 000 fédérés qui étaient accueillis. Donc, vous voyez, c'est un grand banquet républicain. Là, au moins, 14 000 personnes, ça a de l'allure. Tableau qui est conservé au musée Carnavalet. Mais c'est aussi une période où les choses se précipitent. Il y a ensuite beaucoup de destruction de monuments, de collections. Et Hubert Robert fait quelques vues de la création du dépôt des Grands Augustins. Entre 1791 et 1794, Alexandre Lenoir va sauver de la destruction un très grand nombre de monuments qui étaient voués à un pillage et à une destruction totale. Donc, des grands monuments funéraires, de grandes sculptures, des reliefs, il s'intéresse surtout au patrimoine bâti et sculpté, vont être vraiment sauvés de la destruction par Alexandre Lenoir. Il crée ce dépôt maintenant à peu près à l'emplacement de l'école des Beaux-Arts à Paris, donc juste au bord de la Seine, et vous voyez, va faire cohabiter de façon hétéroclite deux grands monuments, à la fois certains à l'intérieur et puis aussi à l'extérieur, avec ce grand jardin, une sorte de grand jardin élysée des monuments français, dans lequel on peut retrouver des tombeaux commémoratifs, des éléments comme la Diane d'Annette que l'on voit ici, des grandes colonnes, voilà, des morceaux qu'on a vraiment sauvés de la destruction et qui sont un peu mis en scène dans ce goût des fabriques ou des jardins pré-romantiques qu'on a déjà vu chez Hubert Robert, ce goût des promenades qu'on avait chez les amateurs de jardins. Un joli tableau ici, avec une dimension assez émouvante de cette mère éplorée dans un cimetière, qui est conservé dans une université du Kansas. Peut-être un lien là avec l'histoire et la vie vraiment d'Hubert Robert, peut-être l'image de la douleur de son épouse, l'épouse d'Hubert Robert, après la mort de ses 4 enfants, progressivement. Ils vont tous s'éteindre. Vous voyez, il n'est pas épargné non plus par la vie. Évidemment, le désespoir de voir ses enfants disparaître avant lui. Et on sent quand même une dimension là, pour une fois, un petit peu plus pathétique, un peu plus émouvante. Mais toujours Hubert Robert a eu la grande élégance de ne rien laisser filtrer de ces événements au cœur de sa vie et qui ont pu être, comme vous le voyez, effectivement très douloureux. Un tableau, alors l'image est très mauvaise, mais les Rothschild ne veulent pas qu'on le photographie, celui-là. C'est le tableau qui représente la dernière messe de Louis XVI aux Tuileries, donc certainement le 9 août 1792. Il est aussi témoin de l'actualité révolutionnaire et des événements qui deviennent de plus en plus violents et de plus en plus terribles. Là, donc, cet épisode, avec ce tableau donc, dans la chapelle qui était dans la galerie qui avait été aménagée un peu à la hâte au moment où Louis XVI et la famille royale reviennent aux Tuileries. Il est aussi le témoin des violations des sépultures royales à Saint-Denis, dans ce tableau de 1793. Donc, effet, alors là, vraiment tout à fait étonnant, on est descendu au milieu des caveaux, mais la voûte, vous voyez, a été cassée, a explosé. On aperçoit les tombeaux qui sont ouverts, qui sont pillés. On aurait peut-être pu nous donner la vérité concernant le tombeau d'Henri IV, savoir si c'était lui ou pas, ou les autres. Bon, mais ça, il n'en a pas parlé. En tout cas, il nous montre cet épisode assez étonnant, avec les grandes voûtes éclairées de Saint-Denis au-dessus. Il nous montre également le grand cénotaphe qui avait été installé en l'honneur de Rousseau aux Tuileries, puisqu'en 1794, Rousseau, qui dormait à Ermenonville, est transféré vers le Panthéon. On a des histoires de cendres transférées en Panthéon qui sont très à la mode en ce moment, et on ne sait pas qui amener, mais que là, en tout cas, on avait de grandes personnalités à amener. On a ce tableau qui est conservé à Dublin. Et donc, au milieu du jardin des Tuileries, du grand bassin rond, on avait installé le 11 novembre 1794,
qu'on y est presque jour pour jour, le grand monument est une étape pour que les Parisiens puissent rendre hommage aux grands littérateurs avant qu'ils ne partent vers le Panthéon. On pouvait le voir de jour, on a pu venir aussi se recueillir de nuit, comme on le voit sur cette très belle toile. Et il va rendre aussi visite à quelques amis, quelques connaissances qui ont parfois quelques tracas au cours de la Révolution. Le 29 novembre 1789, le baron de Bézinval, qui était le commandant militaire d'Île-de-France et de la garnison de Paris, qu'effectivement, à l'automne 1789, ce n'était pas forcément une position facile, se retrouve arrêté après une série d'émeutes dans ce début de Paris révolutionnaire et se retrouve emprisonné au Châtelet après avoir essayé de partir vers Provins ou Brie-contre-Berre où il avait des propriétés. Et il rend donc Hubert Robert visite au baron de Bézinval et nous laisse ce souvenir de sa prison tout à fait étonnant. Il a été acheté il y a quelques mois par le Louvre. Bon, je ne parle pas souvent d'argent, mais juste pour ce petit format, ici, 220 000 €. Bon, c'est quand même déjà assez conséquent, ça montre qu'on a affaire à un grand peintre. Bon, c'est ridicule par rapport à un Jeff Koons ou un Murakami, où pour le même format, vous aurez au moins 15 millions d'euros. Donc, ça permet de montrer que finalement, c'est pas cher. Et surtout, c'est intéressant parce qu'on a peu de vues comme cela dans les collections publiques. Le cadrage est absolument fascinant parce que c'est quand même assez inédit pour représenter en tableau de genre comme cela la prison. Alors, pas de présence du baron de Bézinval, on a juste son portefeuille ici avec le nom qui est inscrit. L'artiste ne nous montre pas le côté affreux du mur, terrible, mais quand même une idée d'espoir sur l'extérieur, avec cette fenêtre ouverte. Bon, d'accord, il y a les barreaux, mais derrière, on a la Seine, on a quand même un petit peu de ciel. Bézinval disait qu'il était dans une prison abominable, qu'il était dans un horrible cachot. En réalité, c'était la chambre de l'aumônier des prisonniers, donc c'est pour ça qu'on a des petits rideaux, qu'on a un intérieur avec un miroir, et dès l'arrestation de Bézinval, dès l'après-midi, il pouvait recevoir ses amis, se faire livrer ses repas, et c'était comme ça pendant tout le long de sa détention. Bon, c'est pas amusant, mais enfin, par rapport à d'autres, ça allait tout de même. Il y avait des prisons beaucoup plus dures. Prison, là on voit le cas d'André Chénier, le célèbre poète de la Révolution, à la prison de Saint-Lazare. Hubert Robert lui rend visite. Il va d'ailleurs représenter la prison Saint-Lazare à différentes reprises, les allées de la prison Saint-Lazare en 1793, la cour de la prison Saint-Lazare avec un jeu de ballon où les prisonniers ont le droit de s'aérer un petit peu. On aperçoit le ballon ici, puis on est en train de jouer. Et autour, on regarde la partie de football qui se passe ici, que ce soit en partie basse ou depuis les fenêtres de la prison. Toujours à Saint-Lazare, une distribution de lait tout à fait étonnante. Vous voyez qu'on retrouve ces grandes perspectives, ces grandes diagonales, ces grandes percées à l'intérieur du tableau, mais là mises au service d'un intérieur fermé, non pas d'ouverture sur les jardins. Mais à force de côtoyer un certain nombre de grandes personnalités, que ce soit de grands aristocrates ou aussi le roi, la reine, de travailler pour les jardins aussi du roi et de la reine, on va suspecter aussi Hubert Robert et il va se retrouver emprisonné à la prison Sainte-Pélagie et il nous représente ici Roucher, qui était son compagnon de cellule, Antoine Roucher, qui se prépare ici au départ, au transfert vers la prison Saint-Lazare, qu'on a vu précédemment. Saint-Lazare, c'était un petit peu plus dur. Sainte-Pélagie, c'était un petit peu moins terrible. Et Roucher était un grand intellectuel aussi, un grand amateur de récits de voyage. Et Hubert Robert nous dit que dans sa mallette, il venait de se faire livrer le récit du voyage en Égypte de Savary pour continuer à travailler sur ses études. Donc, vous voyez qu'on a affaire à des esprits très brillants qui sont réunis ici à Sainte-Pélagie. Un dessin d'une sanguine conservé à Orléans, où nous avons ici Hubert Robert dans sa cellule. Il n'était absolument pas engagé comme David, qui lui participe et vote la mort du roi, donc il n'était pas protégé en cela.
Par contre, il va essayer de s'adapter, de collaborer à ce nouveau régime pour sauver sa peau. Il propose de faire un grand tableau représentant l'assassinat de Lepelletier de Saint-Fargeau, qui est ce député qui a été assassiné et qui est devenu une des gloires de l'héroïsme révolutionnaire. Il essaie comme cela de s'en sortir. Il demande du matériel. Là, ce n'est pas du matériel qu'on lui livre, c'est ça. Pitance pour la journée, mais il va pouvoir continuer à dessiner, continuer à peindre, à observer les gens qu'il a tout autour de lui, et pour améliorer l'ordinaire, il fait de la peinture sur faïence, sur des assiettes, dans lesquelles il représente des vues, des souvenirs de voyage, comme ici un torrent dans les gorges d'Olioul. L'assiette est conservée au musée de Visil, le musée de la Révolution, tout près de Grenoble. Il est incarcéré effectivement entre le 23 octobre 1793 et le 4 août 1794 à Sainte-Pélagie et ensuite à Saint-Lazare. Et donc, en dessinant cela, ces bourreaux tortionnaires pouvaient ensuite revendre les assiettes et en échange, on lui simplifiait un petit peu la vie pratique, on lui donnait des rations un petit peu plus commodes et on adoucissait les conditions de détention. On a quelques séries d'assiettes comme ça qui sont encore conservées. Et une toute dernière étape avant de se quitter, pour rappeler aussi son rôle déterminant dans la création du Louvre. On a vu qu'il était membre de l'Académie, donc à partir de 1766, et très tôt, il va participer dès ces années-là, et surtout dès 1778, aux travaux d'aménagement du Louvre pour en faire un musée. Depuis très longtemps, on voulait créer un musée pour présenter les chefs-d'œuvre des collections royales. En 1778, il est conservateur donc, des tableaux du roi et logé donc, au Louvre. Il y restera jusqu'à la fin de sa vie en 1806, et il va être au cœur de la muséologie du siècle des Lumières, donc de ses projets de création d'un grand muséum, et notamment de la création de la grande galerie, la galerie du bord de l'eau, qui est une idée d'Hubert Robert, surtout pour les questions d'éclairage. C'est lui le premier à penser à un éclairage zénital pour avoir une belle lumière descendant du ciel. Là, on voit les guichets des Arts, donc le passage vers ce qui n'est pas encore le pont des Arts, mais la coupole de l'Institut qu'on aperçoit de l'autre côté. Et on voit ici les projets d'aménagement de la Grande Galerie, donc dans les années 1789. Alors, on voit effectivement, ce n'est pas encore la grande ligne d'une grande verrière ininterrompue, mais on voit l'idée des verrières, on voit les façons de présenter, ici assez chargées, comme ça a été le goût. La création des colonnes, alors on va avoir des idées avec les colonnes, ou sans les colonnes. L'avantage des colonnes, c'est que ça permettait de créer des sortes de sections, des petits espaces qui limitent, d'avoir aussi une interruption pour ne pas avoir cet effet de grand corridor, et puis de cacher l'arrivée d'éclairage par les fenêtres. Donc il va faire différentes propositions, vous voyez, comme on le voit ici. Alors évidemment, il s'amuse aussi, là on retrouve son grand goût, et ses grands effets de mise en scène, un peu comme dans les tableaux que Panini avait proposés déjà aux voyageurs à Rome à cette époque. Évidemment, Hubert, qu'on appelait déjà Hubert des ruines, ne peut pas s'empêcher de nous faire une galerie en ruine. On retrouve d'autres idées d'aménagement comme la rotonde de Mars. Vous voyez ici donc le projet sans l'éclairage, sans les colonnes, éclairage avec les colonnes, avec l'éclairage latéral, et puis le projet ici qui est mené à partir des années 1796 jusqu'en 99 avec l'éclairage et les verrières. Donc vous voyez un homme très actif qui a eu une brillante carrière avec un registre très large, que ce soit par les matières, par les techniques, par les supports, très large aussi par les sujets qu'il a traités, les bâtiments, les vues de ville, la peinture d'actualité. Et c'est un homme donc, qui meurt
en 1808, qui est resté toute sa vie toujours vif, heureux, qui a toujours su garder un très très grand optimisme, comme je vous le disais, qui a toujours su provoquer le bonheur, alors qu'il n'a pas été épargné, comme on l'a vu par la vie. Et ce bonheur qu'il nous propose toujours dans la contemplation de ces toiles, c'est le plus beau cadeau qu'il pouvait faire, et le plus beau cadeau que vous pourriez faire, c'est aller revoir Hubert Robert. Merci beaucoup.